je peux déplacer après sur la box de la classe. Allez, on reprend vite. Go. Bon, au moins, t'as eu un rendez-vous, c'est cool. Pas le temps, pas le temps. Exercice 3. Travailler chaleur. Go, go. Yes. Yes. Allez. Du nerf. On considère une mole de gaz parfait que l'on fait passer de manière réversible de l'état caractérisé par la pression P1, le volume V1 et la température T1 à l'état caractérisé par la pression P2, le volume V2, la température T2 identique à la température initiale T2 égale T1. Alors, le diagramme. Alors ça c'est le diagramme de Clapeyron, si je ne m'abuse. PV. Donc on fait passer un gaz de ici à là, suivant 3 chemins différents. Alors le ici c'est V1, P1, et le là c'est P2, V2. Et donc les chemins sont les suivants. Alors on va commencer par le premier. Alors c'est une isotherme. Pourquoi elle a cette forme, isotherme? Simplement parce qu'on a un gaz parfait, donc PV égale nRT. Bon, ici le N vaut 1, mais peu importe. Autrement dit, P, c'est nRT sur V. Donc si vous êtes à température constante, isotherme, vous avez P qui est en 1 sur V. Donc on a une branche d'hyperbole là, d'accord? C'est la fonction 1 sur x. Donc voilà la forme de l'isotherme. Bien. Déterminer le travail et la quantité de chaleur reçue lors de la transformation. Alors allons-y. Le travail. Le travail élémentaire, delta W, c'est moins PdV. D'accord. Hein, on nous dit que la transformation est réversible. Hein. Delta W égale moins PdV. Ben, il suffit d'intégrer, sachant que P vaut ça. Donc le travail total, c'est la somme de... Alors on passe de V1 à V2. Je remplace P parce que ça vaut. Donc, moins N, R, T. Bon, N vaut 1, à nouveau, je laisse N, on verra après. dV sur V. Ben, ça s'intègre trivialement en moins N, R, T. T est constant, bien sûr, c'est ça l'idée, on est sur une isotherme. Et donc, ça, c'est log de V2 sur V1. Autrement dit, le travail, c'est nRT log de V1 sur V2. Juste un petit commentaire rapide. On voit que le travail reçu est positif, puisque V1 est plus grand que V2. C'est pour ça que j'ai changé le signe là. V1 est plus grand que V2, par conséquent, cette quantité est positive, et effectivement, si on comprime un gaz, c'est lui qui reçoit du travail. OK. Calculer la quantité de chaleur reçue. Très bien. Q égale moins W, pourquoi? Parce que effectivement, delta U égale 0 dans la mesure où on est... donc c'est un gaz parfait. U ne dépend que de la température. On est à la même température. Et donc U n'a pas varié. Donc Q plus W égale 0. Donc U égale moins W. OK. Petit v. Ou deuxièmement. Même question pour le chemin B. Le chemin B correspond à une variation linéaire du volume et de la pression.
Donc je vais mettre en vert ici. Voilà. Alors pareil, delta W égale moins PDV, par conséquent, W dans toute la transformation, c'est la somme des moins PDV. Et il suffirait, enfin, on va le poser, et puis après on va voir si on peut être plus astucieux. Donc il faut que j'exprime P. Alors P ne s'exprime plus comme ça en fonction de V, puisque maintenant c'est plus une isotherme. Par contre, on nous donne directement P de V en fait, puisque c'est cette droite-là. Il suffit d'écrire donc l'équation P de V, suivant ce chemin-là, bah, c'est l'équation de cette droite. Alors, ça fait quoi l'équation de cette droite? P2 moins P1 sur V2 moins V1, V. P2 moins P1 sur V2 moins V1, V. V, Plus. et plus, plus ce qu'il faut pour que, par exemple, P de V2 égale P2. Donc, P de V2 égale P2, donc on va dire plus K, hein, d'accord? Donc on a P2 moins P1 sur V2 moins V1 fois V2 plus K égale P2. Donc K c'est P2 moins ça. Par conséquent, P égale P2 moins P2 moins P1 sur V2 moins V1 sur de V moins V2. Alors comment obtenir ça plus facilement qu'en faisant ce petit truc-là? Ben, simplement en remarquant que si vous prenez un point ici à V et P, vous pouvez écrire ce rapport. Vous pouvez écrire que ce delta P divisé par le delta V, c'est le delta P total divisé par le delta V total. C'est la même pente. C'est plus facile que d'avoir à résoudre ce truc-là. Petite astuce en passant. Hein, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous avez P moins P2. Bon, je l'ai pris avec 2, j'aurais pu le prendre avec 1, ça donnerait exactement pareil. Qui vaut P2 moins P1 sur V2 moins V1. Et on a aussi P moins P1 sur V moins V1 qui vaut P2 moins P1 sur V2 moins V1. Ça, en fait, on peut l'écrire tout de suite. Ça, c'est le taux de variation entre P et... Enfin, entre ce point-là et ce point-là. M, M1, M2. Et ce taux de variation ici est égal au taux de variation global, puisque c'est une droite. Hein, donc en fait, c'est beaucoup plus facile. Alors du coup, celui-là ou celui-là, hein, parce que le taux de variation, celui-là ou celui-là, c'est le même, c'est égal à la pente de la droite. C'est plus facile de penser les choses comme ça que de résoudre, mettre une constante, etc. Okay. Alors, on a fait les deux à côté, vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. C'est plus simple comme ça. Donc, enfin, en tout cas, voilà ce que vaut la pression, je le remplace là-dedans, j'intègre, et le tour est joué, c'est pas très compliqué. On peut enlever les P2 et les P1, parce que P2 c'est 2P1. Alors en plus, on nous dit que P2 vaut 2P1, donc c'est encore plus simple, et bon, bref, on peut le faire. Alors, on va pas le faire d'abord, parce que c'est pénible, et puis que c'est tellement trivial que on va pas perdre du temps là-dessus. Par contre, on peut remarquer que ceci a une propriété géométrique sur la courbe, et ça c'est quelque chose qui est complètement général.
quand vous avez une transformation quelconque d'un point à un autre dans le diagramme de Clapeyron, le travail, qui est donc la somme des moins PDV, c'est moins la somme des PDV, n'est-ce pas? Et la somme de PDV, c'est la surface ici. D'accord? C'est quoi enfin, vous connaissez ça en mathématiques. Si vous avez une fonction f de x, l'intégrale de x1 à x2 de f de x dx, eh bien, c'est la surface grand S ici. Ok? C'est l'air sous la courbe. Ben là, c'est pareil. Hein? PDV, c'est l'air sous la courbe. Alors, c'est l'air sous la courbe si on va par là. Si on passe d'ici à là. Si on va de là à là, on va dans l'autre sens. Donc, en fait, ça revient à changer le dx ici en dx par là. C'est comme si on inverse les bornes. Donc, à ce moment-là, ça fait moins l'air sous la courbe. Mais... enfin, le principe est le même. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que en fait, c'est beaucoup plus facile de calculer directement l'air sous la courbe. Parce que l'air sous la courbe, bah, c'est simple. Hein, vous avez ce rectangle-là, plus ce triangle-là. Et donc, bah, le rectangle, ça fait V1 moins V2 fois P1. Ça, c'est l'air ici. P1 facteur de V1 moins V2. Je vais la mettre sans le signe pour l'instant. Enfin, je mets la norme de la surface, puis après, on va regarder si c'est positif ou négatif. Et puis, cette R-là, ici, ça, je peux l'appeler... ça fait simplement donc, la moitié de V1 moins V2 fois P2 moins P1. Okay. Donc ça plus ça, c'est le travail au signe près. Alors maintenant, regardons, c'est positif ou c'est négatif. Eh bien, la somme des moins PDV, donc c'est moins la somme des PDV, dV est négatif. Donc le travail est positif. Effectivement, on a comprimé un gaz, on lui a donné du travail. C'est toujours un peu le même, le même raisonnement qualitatif que tout à l'heure. Par conséquent, je peux écrire que W est égal à... j'ai dit que c'était positif, oui c'est ça, donc c'est ça plus ça. Voilà. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'écrire? Oui. V1 moins V2, facteur de P1 plus 1,5 de P2 moins P1, donc il y a 1,5 de P2 moins 1,5 de P1. Non, plus 1,5 de P1. Bah oui, je suis bête, en fait, je l'ai décomposé en deux. Bon, bref. Donc on a dit 1,5 de P1 plus P2, c'est bien ça. Ouais. Et 1,5 de P1 plus P2, c'est la moyenne ici. Donc c'est ça, bon, en fait c'est ça, mais c'est pour ça que je dis je suis bête, parce que ça... On est content de voir qu'on ne s'est pas trompé, mais évidemment, l'air de tout ça, c'est la même que l'air rouge. C'est juste ce bout-là, vous le mettez là. Du coup, c'est l'air d'un rectangle, tout bêtement. Ça n'a pas été très astucieux. Enfin bon, bref, ça donne ça, et on est content de voir que ça marche. Donc ça évite de faire le calcul, qui n'est pas compliqué, hein, mais enfin, qui est inutile, de passer par un truc au carré, puis de voir comment ça se simplifie. OK? Voilà. Troisième chemin, c'est, je vais le mettre en bleu. On est d'abord à volume constant, transformation isocore, puis on est à pression constante, transformation isobar. Oui? La chaleur dans le B est égale à... Ah, la chaleur. Ah ben la chaleur, c'est toujours moins W, en fait, puisque on finit à la même température. D'accord? C'est dit hein, que c'est à la même température, mais vu que ça, c'est une isotherme, ça montre bien que la température ici est la même que là. Et comme il n'y a que 3 variables, enfin, comme il n'y a que 2 variables indépendantes, c'est un gaz parfait, donc si vous avez le même P et le même V, vous avez le même T. D'accord? Donc c'est la même température, donc c'est la même
énergie interne, et donc Q égale moins W. Donc le troisième chemin, isocore Q isobar, je suppose que la question c'est même question, oui. Alors, pendant cette partie-là, W égale 0, le volume ne varie pas, donc je note W1, et W2, c'est la somme des moins P des V, où P est constant, donc ça fait moins P delta de V, alors, sauf que le P en question c'est P2, et donc ça fait P2 facteur de V1 moins V2. À nouveau, évidemment, le travail reçu est positif, donc le W total, en fait, c'est ça. C'est P2 V1 moins V2. Et donc Q, c'est moins ça. Ok. Donc, on a trois transformations différentes. Et on a trois valeurs différentes du travail. Et donc de la chaleur aussi. Ça, c'est très important, hein, parce que vous partez du même état. Et vous arrivez au même état. Donc, il n'y a aucune fonction d'état qui change. L'entropie à l'arrivée est la même, l'énergie à l'arrivée est la même, l'enthalpie à l'arrivée est la même, l'énergie libre à l'arrivée est la même. Enfin, toutes les fonctions d'état qui dépendent juste de l'état du système varient de la même façon, quel que soit le chemin suivi. On part du même état, on arrive au même état, donc il y a la même variation de toutes les fonctions d'état. Par contre, et là vraiment on voit bien que le travail et la chaleur ne sont pas du tout des fonctions d'état. D'abord, ce n'est pas défini pour un état, mais ça correspond à de l'énergie échangée, donc c'est entre un état et un autre. Et on voit que suivant le chemin suivi, les valeurs sont très différentes. Ça et ça n'a rien à voir. Enfin, c'est lié aux paramètres du problème, mais ces valeurs peuvent être très différentes. Donc, au total, pour faire une transformation, bon là c'est une transformation sans variation d'énergie interne, mais même si vous aviez une variation d'énergie interne, quel que soit le chemin suivi, vous allez exactement donner en énergie totale ce qu'il faut pour faire changer l'énergie interne d'une certaine quantité. Mais cette énergie, vous pouvez la donner avec un peu de chaleur, beaucoup de travail, ou beaucoup de travail, un peu de chaleur, ou pas du tout de chaleur et beaucoup de travail. Enfin bref, le chemin suivi dictera quelle quantité, sous quelle forme vous allez donner l'énergie. Mais la variation de l'énergie totale sera la même si vous partez du même point et vous arrivez au même point. Bon, l'application numérique, on la saute, on est d'accord. Exercice 5. Quick. Question? Hein? Application numérique? Ah, le 4? Ouais, parce que... Si, oui, il est moins classique. Si, je veux bien faire le 4. Sinon, on le fait demain. Quelle heure est-il? C'est ça le truc. Ok, on fait le 4. Allez, on fait le 4. Ouais, en fait, vous avez sans doute plus besoin de moi pour le 4 que pour le 5. Donc le 5, vous le faites ce soir, quand vous aurez fini votre DM. Et demain, vous me dites si oui ou non, ça vaut le coup pour le Corinne. C'est ça, non? Oui. C'est un bon plan, non? Bonplan.com. Heureusement que... On n'a pas chié à 4. Ah ouais. Ah voilà, alors c'est bon. Oscillation d'un piston. Go. On considère un gaz parfait réparti en deux quantités égales dans deux compartiments initialement placés dans les mêmes conditions. Les deux compartiments sont séparés par un piston ne laissant pas passer le gaz, mais pouvant se mouvoir sans frottement au sein de l'enceinte parallèlement à OX. Donc il y a un piston comme ça. On va prendre le 0 au milieu, ça c'est X, et puis on va repérer la position du piston par son abscisse X. Ok? Les parois et le piston sont adiabatiques.
Important. Adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun échange de chaleur, ni entre un compartiment et l'autre, ni entre chacun des compartiments et l'extérieur. On va écarter le piston de la position médiane initiale repérée par l'abscisse x égale 0 et s'intéresser aux petites oscillations autour de cette position d'équilibre, pour laquelle le volume et la pression des deux compartiments sont identiques, et noter respectivement V0 et P0. Ah oui, d'accord. Donc, quand le piston est au milieu, il y a V0 et P0 de chaque côté. Le volume total, c'est 2V0, et la pression, ben, on verra. On supposera que les mouvements et transformations sont adiabatiques et réversibles, et on notera gamma, l'indice adiabatique du gaz. Bien. Premièrement, donner l'expression du volume V1 et V2 des deux compartiments lorsque le piston se trouve à la position X, en fonction de X, V0 et S, la surface latérale du piston. S, la surface latérale. Donc, donner l'expression des volumes. Bon, trivial, hein, c'est la géométrie. Quel est le volume d'un cylindre? C'est sa section fois sa hauteur. Donc V1, ça c'est le côté 1 à gauche et le côté 2 à droite. V1, bah, c'est S fois la longueur, c'est-à-dire... c'est quoi la longueur totale? Ah? On dit V0 initialement. Ah oui, on avait 0. Ah oui, d'accord. Donc vous avez une longueur ici qui vaut V0 sur S. D'accord? Et donc V1, c'est S fois L plus X, n'est-ce pas? C'est-à-dire V0 facteur de 1 plus X. C'est ça? S, c'est V0 sur... Oui, c'est ça. OK? Non, Non? c'est V0 plus SX. Sinon, là, c'est pas homogène, 1 et X. Hein? Ah oui, X. Ah oui, plus X sur F. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est... Oui, d'accord. Donc, c'est V0 plus SX. Oui, mais c'est totalement trivial. Et V0 plus ce qu'on a rajouté. Oubliez les trucs intermédiaires. Là, c'est juste, mais il faut vraiment pas avoir les yeux en face des trous pour passer par ces étapes intermédiaires rapides. V1 égale V0 plus SX, évidemment. Hein, c'est le V0 du départ, plus ce qu'on a rajouté, c'est-à-dire SX. Et V2, c'est le V0 du départ, moins ce qu'on a retiré, et donc V0 moins SX. OK. Donc ça c'est fait. Deuxièmement, les transformations étant adiabatiques et réversibles, en déduire les pressions P1 et P2 au sein des deux compartiments. Alors, adiabatique réversible implique isentropique. On n'a pas encore parlé de l'entropie, mais vous vous souvenez de ça? Non. Et rapidement, l'entropie est toujours supérieure à delta Q sur T. Donc ça c'est le second principe. Il existe une fonction d'état S, fonction d'état, qui ne dépend que de l'état du système, qui vérifie les propriétés suivantes. Si la transformation est réversible, ds égale delta Q sur T. Donc l'entropie augmente ou diminue exactement de la valeur de la chaleur apportée ou ôtée divisée par T. Et si ce n'est pas réversible, alors c'est strictement plus grand. C'est-à-dire que ça, c'est l'entropie
apportée au système du fait de l'apport de chaleur. Quand vous apportez de la chaleur à un système, vous lui donnez de l'entropie. Quand vous lui retirez de la chaleur, c'est-à-dire vous lui retirez de l'énergie sous forme de chaleur, c'était pas très, très correct ce que je dis. On ne donne pas de la chaleur à un corps. Le corps n'a pas de chaleur. Mais il y a une transformation dans laquelle on lui donne de l'énergie sous forme de chaleur. Bref. Donc, quand un système reçoit de la chaleur, quand un système reçoit de l'énergie sous forme de chaleur, son entropie augmente exactement de dQ sur T, et en plus, il peut y avoir de la création spontanée d'entropie, et cette création d'entropie est toujours positive. Un système isolé ne peut avoir... Son entropie ne peut que croître. On reverra ça rapidement demain. Donc, si on a, pour un système réversible, on a donc ds qui est égal à delta Q sur T. D'accord. Et par conséquent, oui, s'il est adiabatique, donc s'il est réversible et adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc delta Q vaut 0. Et donc, s'il est adiabatique et réversible, ds égale 0. Alors, pour une transformation adiabatique réversible, avec donc une entropie qui ne varie pas, vous devez savoir qu'on a PV puissance gamma égale constante. Est-ce que je redémontre ça? Peut-être quand même. Hein. Ouais, je pense. Ça peut être utile. Hein. C'est juste une demi-heure. Hein. Non, c'est 2 lignes comme d'hab. Tous les trucs, c'est tout prendre 2 lignes. C'est l'indice adiabatique. C'est CP sur CV. Donc l'idée est la suivante, alors qu'on va redémontrer ça vite fait. DU égale CV dt. Ouais, c'est-à-dire isentropique. Et puis... Et donc ça, c'est moins PDV plus Q, et donc Q pour de... C'est TDS. Ah ben c'est 0, bah oui, c'est adiabatique. Voilà. Je voulais passer par S pour dire que c'est isentropique. Parce qu'en fait, si c'est isentropique, ça va... Alors donc, c'est moins PDV. Et... Voilà, et puis par ailleurs, PV égale NRT. Ah oui, non, il faut encore écrire H parce qu'il faut faire intervenir le CP. Donc DH égale CP dt. Et ça, et donc c'est CV dt, c'est DU plus D de PV, plus PDV, plus VDP. D'accord? Ça c'est DU plus D de PV. D'accord? Transformation. Elle est isotropique, elle est forcément adiabatique. Isentropique? Non. Ah non, non. Oui, vous pouvez céder de la chaleur, donc perdre de l'entropie parce que vous avez cédé de la chaleur, mais créer de l'entropie parce que c'est pas réversible et ça va compenser. Et si c'est réversible, oui. La relation de la place, elle est valable pour les transforts adiabatiques réversibles, pas forcément pour les gaz parfaits, c'est ça? Si, pour un gaz parfait. Là, on a besoin maintenant d'écrire... attendez. Si, ça c'est gaz parfait. Ça. Mais je croyais qu'elle était... Valable même pour les gaz pas parfaits? Je croyais qu'elle était valable pour les gaz non parfaits. Ouais. Moi, j'ai changé avec les gaz parfaits. D'accord. Oui, tout à fait. Non, je sais pas, après, c'est peut-être Alors, la version pour les noobs que j'ai. Ok, comment on termine cette démo là?
Oui, mais... Non, il y a un moment, il faut écrire PV égale NRT. On ne peut pas faire intervenir ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le CP moins CV, ça fait R. Non, il suffit d'avoir CP moins... CP sur CV, ça va faire gamma, donc ça, c'est pas le problème. DU égale CVDT. Normalement, on avait souvent un PDV égale CVDT, puis VDT égale CPDT, puis ça fait... Ah oui, voilà, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. Ça, c'est... D'accord, voilà. Ça c'est 0. Voilà. Donc, on a VDP, voilà, c'est ça. VDP égale CPDT et moins PDV égale CVDT. Voilà. Ok. Ça, c'est 0. C'est DU plus PDV. Et DU, c'est moins PDV. Voilà. Donc, on a ça. Il suffit de faire le rapport des deux. Et donc, on a VDP sur PDV qui vaut... Pourquoi le signe moins? Bon, on va voir. Égal gamma. Mais avec un signe moins. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, on a... Hein, ok, je vais juste faire le rapport. Donc, on a dP sur P égale moins gamma dV sur V. Donc, log de P égale log de V puissance moins gamma. Donc, si vous voulez, moins gamma log de V, c'est-à-dire log de P. Non, c'est bon. Log de P égale log de 1 sur V puissance gamma. Et donc dV puissance gamma égale constante. Ouais. On a perdu les constantes dans l'histoire. Hein? On avait perdu les constantes dans l'histoire, mais quand on l'a intégré. Oui, là il y a plus les constantes. Bon, si vous voulez, on peut le faire encore mieux là. dT sur P plus gamma dV sur V égale 0. Et ça veut dire que la dérivée logarithmique de PV puissance gamma est nulle. Ok? Bref, donc c'est pas très compliqué, mais on écrit. Donc on n'a pas besoin de PV égale NRT. C'est caché dedans. Enfin, on n'a pas besoin, mais on a quand même besoin de dire que c'est un gaz parfait parce que ça, vous vous rappelez, c'est les lois de Joule. Ça caractérise entièrement un gaz parfait. Tous les gaz parfaits vérifient ça et tous les gaz qui vérifient ça sont des gaz parfaits. Ok, donc une transformation isentropique adiabatique réversible et vérifie PV puissance gamma égale constante. Par conséquent, la question c'est en déduire P1 et P2 au sein des deux compartiments. Bah, ok, on a les nouveaux volumes, enfin on a les volumes correspondant à un déplacement X, on a donc la pression en disant que P... Donc on a P1 V1 puissance gamma qui va être égal à P0 V0 puissance gamma. Et pareil pour P2 V2 puissance gamma. Donc il suffit de l'écrire. P1 facteur de V0 plus Sx puissance gamma égale P0 V0 puissance gamma égale P2 facteur de V0 moins Sx puissance gamma. Et là, je suppose qu'on fait un petit développement limité au premier ordre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ça. Donner l'expression approchée dans la limite des petits déplacements. Donc c'est ça. Donc, donc P1 égale ça sur ça et P2 égale ça sur ça. Je ne l'écris pas. Enfin, voilà, ok.
Par contre, je vais écrire bon, ouais, si, je vais l'écrire pour faire le développement explicitement. Donc P0, V0 puissance gamma sur V0 plus Sx puissance gamma. Et ça, donc ça, je vais faire en toutes lettres pour que vous voyez bien. P0, V0 puissance gamma, facteur de V0 V0, allez, facteur de 1 plus Sx. Je vais tout diviser par 1. Donc excusez-moi. P0 sur 1 plus Sx sur V0 puissance gamma, c'est-à-dire P0 facteur de 1 plus Sx sur V0 puissance moins gamma. Je le fais vraiment en toutes les étapes comme ça. Il n'y aura pas d'ambiguïté pour vous. Ça fait P0 facteur de 1 moins gamma Sx sur V0. Voilà P1. Enfin, c'est pas égal, c'est à peu près égal tant que x est petit. En fait, tant que Sx est petit devant V0. C'est-à-dire qu'il faut que la variation de volume, ce S fois x, soit petite par rapport au volume global de chaque compartiment. C'est ça l'hypothèse. Donc c'est juste un développement limité de cette fonction. Je l'ai fait explicitement pour arriver à la forme 1 plus epsilon puissance n, ou puissance alpha, qui s'approxime en 1 plus alpha epsilon. Que alpha soit positif ou négatif. Hein. Donc voilà P1, quant à P2, c'est pareil en changeant x en moins x. Et donc P2 égale P0 sur 1 plus gamma Sx sur V0. Bien évidemment, si x est positif, P1 va être plus petit et P2 va être plus grand. Si x est positif, c'est le compartiment 2 qui est comprimé et l'autre qui est dilaté. All right. En déduire la force résultante sur le piston et l'équation du mouvement. Che bello, non? Troisièmement, c'est quoi la force? C'est la pression fois la surface. Donc F, alors F de 2 sur le piston. Alors en norme, c'est la pression fois la surface, donc c'est P2S. Et en direction, bah, c'est suivant la normale à la paroi, et c'est dans la direction évidemment vers l'extérieur, donc ça va faire moins UX. Et puis la force que 1 exerce sur le piston, compartiment de gauche sur le piston, ça va être P1S UX. Par conséquent, la somme des forces, c'est P1 moins P2 SUX. P1 moins P2 SUX. Et donc, il n'y a qu'à écrire P1 moins P2, ça fait 2 P0 gamma SX sur V0. Et puis donc fois S. On a un S carré ici. UX. Ah oui, non, non, non. C'est ça moins ça, donc il y a 6 moins. C'est P1 moins P2. Enfin, justement, ça ne collait pas au niveau de la direction. Si X est positif, la force globale sur le piston est vers les X négatifs. Donc voilà, voilà la force totale que le gaz, des deux côtés, exerce sur le piston. C'est juste la somme des deux forces. Alright? Et en déduire l'équation du mouvement, eh ben, c'est pas parce qu'on fait de la thermo qu'il faut oublier Newton. Donc, la masse du piston fois x de point, qui est égale à la force, donc je projette sur x, équivaut donc de P0 S2 gamma x sur V0, autrement dit
x de points plus 2 P0 S2 gamma sur la masse du piston, je l'appelle juste M, V0 x égale... Ah, il est où mon sigmoid? Il est là. Et voilà l'équation d'un oscillateur harmonique. C'est beau quand même. Une bête oscillation harmonique avec une pulsation oméga 0. Alors, oméga 0 carré égale ça, donc oméga 0 égale racine de 2 P0 gamma sur MV0, le tout fois S. Voilà. Easy. Donner l'expression de la position du piston au cours du temps. Bon, là, c'était... j'avais posé ça sans doute dans un examen, et puis du coup, il fallait résoudre cette équation, enfin ressortir A cos oméga t plus phi, blablabla. On s'en fiche, hein. À partir... sixièmement, et dernièrement, à partir des questions 1 et 2, donner l'expression des températures T1 et T2 au sein des deux compartiments. Ah bah oui, quand même. Ah oui, bon, bah on a P et V, PV égale NRT, et pouf. Hein, ok. Donc évidemment, la température est plus grande quand c'est comprimé. Et, enfin, bon, voilà. Donc la température aussi va osciller, en fait. Ça va être chaud, froid, et à chaque fois ça, comme la pression. En fait, voilà, à partir du moment où X oscille comme un sinus, bah P aussi. Donc en fait, la pression en fonction du temps, autour de la pression P0, va osciller comme ça. Et ça, c'est la pression P1. Et la pression P2 va être évidemment en opposition de phase par rapport à ça. Alors, il suffit ici de mettre, vous mettez le cosinus là, vous avez plus, et là vous avez moins. Ok? Bon, à demain. Oui?